50 degrés et plus, une réalité pour de nombreux pays. Vendredi dernier, il a même fait 50,9 degrés à Assouan, soit la température la plus élevée jamais mesurée en Égypte et pour un mois de juin en Afrique. C'était même le mois de juin le plus chaud jamais enregistré cette année dans 12 pays. Copernicus a publié ces chiffres cette semaine. Alors va-t-il falloir s'adapter, s'habituer? Comment? Bonsoir Emma Aziza. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes hydrologue, docteur de l'École des mines de Paris et experte en adaptation climatique. On va avoir besoin de vos conseils. Et nous sommes en direct de Nouméa, enfin pas Nouméa exactement, mais de Nouvelle-Calédonie, avec Émilie Gaillard. Je précise qu'il est 3h30 du matin, donc merci d'être là avec nous. Vous êtes maître de conférence en droit privé à Sciences Po Rennes, directrice scientifique de la chaire d'excellence CNRS Normandie pour la paix. Et vous vous battez pour faire évoluer le droit à l'environnement. Et nous sommes en direct de Marseille avec Christian Clot. Marseille, qui vous le savez, vient de vivre des incendies impressionnants. Christian Clot, vous êtes explorateur, chercheur. Vous avez eu l'idée d'une cabine à 50 degrés pour s'immerger dans le climat du futur. Un futur qui se rapproche visiblement. Alors Christian Clot, justement, votre objectif, c'est d'alerter sur ce réchauffement climatique qui devient une réalité ? Alors, un peu plus que d'alerter, déjà, bonjour tout le monde, un peu plus que d'alerter, c'est vraiment de faire comprendre de la chair et de la sensation de ce que représente 50 degrés. Il est extrêmement difficile de comprendre pourquoi on doit se battre parfois, pourquoi on doit changer certains comportements, sans avoir eu cette émotion sensorielle que l'on ressent lorsqu'on est confronté à une situation. Et évidemment, se confronter à 50 degrés Celsius, qu'on aura sans doute dans le futur en France, c'est très compliqué. Et le faire comprendre en le vivant est la meilleure manière de permettre aux gens de considérer, OK, je dois maintenant agir pour éviter d'avoir ceci. Et c'est pour ça qu'on donne ensuite une cinquantaine de solutions très concrètes pour que tout un chacun puisse prendre en charge en fait cette capacité de lutter pour ne pas avoir ces 50 degrés chez nous. Voilà, vous allez nous expliquer dans quelques minutes justement comment s'adapter. Emma Aziza, peut-être une réaction effectivement à cette cabine climatique et ce futur qui nous attend, donc un futur caniculaire. Oui, cette cabine climatique représente une réalité qui existe déjà pour un certain nombre de populations à travers le monde. Rappelons-nous qu'on a dépassé les 52 degrés en Inde, que la ville de Lytton, donc une toute petite ville bien au nord de Vancouver en 2021, avait été rasée par le feu en l'espace de 3 heures parce qu'on avait atteint des températures qui semblaient impensables de l'ordre de 59 degrés. Enfin, vraiment, je crois qu'on est capable aujourd'hui de voir à quel point on bat des records permanents et que ça devient une réalité, surtout une réalité tangible quand on regarde les chiffres de la mortalité qui sont absolument colossaux et qui nous montrent à quel point on est très vulnérable à cette température. Oui, une mort silencieuse, là aussi, c'est un point important. Mais Émilie Gaillard, je voulais avoir votre point de vue aussi en tant que, alors je ne vais pas dire juriste, mais vous dites qu'il faut absolument prendre en compte maintenant les conséquences de ce climat qui va devenir de plus en plus chaud et qui fait des victimes, comme l'a rappelé Emma Aziza. Oui, tout à fait. Vous savez, l'esprit humain, il est fait de telle sorte que généralement, il peut réagir qu'une fois qu'il est confronté à une réalité. Or, le grand défi du changement climatique, c'est d'être capable d'anticiper un risque futur. Ce risque futur, souvent le déni, il y a un déni climatique parce que c'est une réalité qui nous dépasse. Mais là, avec déjà des réalités qui sont en fait juste la pointe immergée de l'iceberg, on réalise qu'il s'agit ni plus ni moins que d'atteinte au droit à la vie. Et on parle d'ores et déjà des migrants climatiques. À Kiribati, dans les Pacifiques, nous aurons des apatrides climatiques, c'est-à-dire des populations, dont des peuples autochtones très rattachés à leur terre, qui vont être contraints de délaisser leurs terres ancestrales. Mais à terme, ça nous concerne tous. Et c'est le grand défi du droit des générations futures, du droit du climat qui est actuellement à l'œuvre. Donc voilà, ce grand défi... Si vous voulez. Oui, on va y revenir dans quelques minutes, mais c'est vrai que tout est interconnecté. On parle de canicule, de sécheresse, mais il y a la violence des inondations. Elle est liée aussi à ce réchauffement climatique. Il y a eu le Texas le week-end dernier. On l'évoquait il y a un instant. Donald Trump est en route. Vraiment un bilan très très lourd humain, 120 morts, 170 disparus. Le Nouveau-Mexique aussi. On va voir cette image avec cette maison qui est emportée par les flots. C'était cette semaine. En fait, tout est connecté parce que c'est lié à la sécheresse, la violence de ces inondations. À partir du moment où vous avez une atmosphère qui va augmenter en température, eh bien, plus la température est chaude, plus vous allez augmenter et accroître la vitesse du cycle de l'eau. C'est-à-dire que vous allez avoir plus d'évaporation, plus d'évapotranspiration, mais cette eau, quand elle est dans les sols et qu'elle arrive dans l'atmosphère, c'est un gaz à effet de serre extrêmement puissant qui réchauffe l'atmosphère. Donc en fait, on va avoir un sentiment
d'air beaucoup plus chaud qui va nous atteindre directement. La seule différence en tant que gaz à effet de serre avec le CO2, c'est qu'il n'est pas là sur le temps long. C'est-à-dire que ce gaz à effet de serre, cette vapeur d'eau va finir par retomber 9 à 10 jours plus tard. Sauf que si vous avez une atmosphère qui est plus chargée, qui est plus élevée en température, eh bien à chaque degré, vous allez augmenter de 7% le pouvoir de capacité de retenir de l'eau dans l'atmosphère, donc le pouvoir précipitant du nuage. Ça signifie que lorsque cette eau est située dans l'atmosphère, elle va finir par retomber 9 à 10 jours plus tard de manière beaucoup plus violente. Il y a un chiffre qui pour moi est très parlant sur la France parce qu'on a parfois un peu le sentiment que ça se passe à l'autre bout du monde. On est concerné directement par ce réchauffement climatique. Plus de 50% des personnes qui ont été sinistrées ces 5 dernières années en France l'ont été en dehors de zones inondables. C'est pas qu'on fait mal son travail et qu'on cartographie mal, c'est plutôt que la puissance de la pluie est tellement importante quand elle tombe au sol que la moindre rue va se transformer en rivière. Et donc c'est ça le changement climatique, c'est une accélération généralisée du cycle de l'eau en sachant que vapeur d'eau et canicule et sécheresse sont directement en fait reliés et vont travailler de concert. Voilà, un combo qui est dramatique. Christian Clot, vous l'avez dit, vous voulez créer une émotion pour qu'il y ait du changement. C'est compliqué. Tout à l'heure, Émilie Gaillard parlait même de déni. Comment justement cette expérience, elle est vécue par toutes les personnes que vous rencontrez et quelles sont les solutions que vous voulez apporter? Alors, très clairement, nous, c'est notre métier, c'est d'étudier comment le cerveau humain est capable de mettre en œuvre des changements de comportement. Et on s'est questionné, évidemment, selon des études qu'on a menées maintenant depuis une vingtaine d'années, sur ces mécanismes du changement. Et ce qu'on a constaté, c'est 3 choses. La première, c'est que malheureusement, ou heureusement, mais c'est comme ça, le cerveau humain a besoin, pour changer, déjà d'avoir un objectif, un bénéfice potentiel par rapport à l'effort qu'il va faire. Mais avant d'entamer cet effort de changement, il va devoir comprendre la raison même de ce changement. Et comme ça a été dit tout à l'heure, il y a ce déni qui n'est pas volontaire, qui est simplement la capacité de comprendre des phénomènes qui nous dépassent un peu parce qu'ils sont trop lointains. Et le paradoxe, c'est que lorsque l'on vit 2-3 semaines de canicule, comme on a pu en vivre et comme certaines personnes le vivent dans le monde, c'est que le trauma créé par la canicule va nous fatiguer énormément, va fatiguer le cerveau, et qu'une fois qu'on a réussi à passer ce trauma et se reposer, le système mémoriel a un peu oublié déjà le vécu. Et donc, finalement, c'est malheureusement pas parce qu'on a déjà vécu certains traumas qu'on va pouvoir changer. Là, on offre cette possibilité, grâce à cette changement climatique, de vivre seulement 30 minutes de ce format de canicule. Et finalement, c'est beaucoup plus performant pour aller amener des personnes à réaliser le besoin. Et effectivement, grâce à ça, on voit que quasiment 100% des personnes qui viennent dans cette chambre, alors évidemment, il y a toujours quelques personnes qui vont être réfractaires, mais quasiment 100% des personnes réalisent à quel point 50 degrés est fondamentalement invivable. Tout tombe, notre capacité à réfléchir, à penser, à se concentrer. On a des personnes qui ne résistent pas. On a les appareils technologiques qui tombent les uns après les autres. Aucune de nos puces électroniques ne résiste à 50 degrés. Donc on voit que même l'idée de se rafraîchir avec la climatisation ne marche plus. On voit qu'un frigo s'arrête, on voit que nos téléphones ne fonctionnent plus et que notre santé humaine est engagée. Et c'est là que les personnes commencent à réaliser, mais en fait, ce qu'on me dit, ces températures, ces chiffres que l'on me cite, c'est quelque chose de très concret et sur lequel je dois agir aujourd'hui pour essayer de les éviter au maximum. Oui, et ce qui est aussi l'effet paradoxal, c'est vous parlez de la résilience de l'être humain qui va oublier pour avancer. Émilie Gaillard, la justice, elle avance. Oui, tout à fait. Là, nous sommes dans une période historique. Depuis 2015, il y a eu les premières actions en justice climatique qui ont été intentées, y compris au nom des générations futures. Et le 3 juillet dernier, c'est la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui vient de rendre un avis consultatif historique dans lequel elle met en évidence plusieurs points, dont l'obligation des États d'agir activement, d'agir par anticipation et de toujours réévaluer son action, l'obligation de protéger les défenseurs environnementaux, puisque les défenseurs environnementaux sont massacrés et il y a ce déni climatique, l'obligation aussi de protéger les générations futures. Il n'y a pas que la Cour interaméricaine des droits de l'homme, déjà cet avis est historique, mais là, le 23 juillet, le monde entier est suspendu à la prochaine décision qui est également un avis consultatif, c'est-à-dire une réponse à une question de droit. Cette question est: quelles sont les obligations des États au regard du droit international en matière climatique? La réponse sera rendue le 23 juillet prochain par la Cour internationale de justice. Et ce sera une décision. Nous comptons beaucoup sur ces
Oui, Oui. vous comptez beaucoup sur cette décision qui sera historique, c'est-à-dire donc le 23 juillet, ça sera une décision très importante. Juste pour revenir, pour revenir sur les victimes, hein, vous en avez cité quelques-unes. Là, on a des chiffres, 1500 personnes qui sont mortes à cause du changement climatique. C'était donc au mois de juin. C'est une analyse très scientifique hein, de Grantham Institute et de la London School of Hygiene et Tropical Medicine. Il faut quoi alors? Il faut de la climatisation. Il faut quoi, Emma Il s'agit des 1500 victimes que l'on a eues là, que l'on mesure immédiatement, mais on n'a pas celles qu'on a sur le long terme. Or, il y a d'autres études scientifiques qui sont très claires. Entre 25 et 32 milliards, le coût des vagues de chaleur et des canicules en France entre 2015 et 2020. C'est-à-dire qu'en 5 ans, le coût sur la santé, le coût sur l'hospitalisation, le taux qui explose. Rappelons 2 chiffres qui semblent aussi parlants et qui sont issus d'études qui ont été menées spécifiquement sur la sécheresse de 2022, qui avait marqué les esprits parce qu'on avait retrouvé 1300 communes qui étaient en rupture d'alimentation en eau potable. On avait découvert que c'était possible, mais on a eu aussi des vagues de chaleur répétées. Eh bien, on a dépassé les 63 000 victimes en Europe. Et c'est là que c'est intéressant, c'est quand on regarde dans le détail, on découvre qu'en réalité, bien sûr qu'on a eu presque 5 000 victimes juste sur la France, mais le plus grand nombre de victimes, eh bien, se situe en Italie et en Espagne. Donc, dans des pays où les organismes sont plutôt adaptés à la chaleur. Comment on l'explique alors? Eh bien, on l'explique parce qu'il y a malgré tout des comportements imprudents et passer une frange très fine, comme ça a été rappelé tout à l'heure, eh bien, à un moment donné, le système bascule. Le premier organe qui se serre en eau lorsque l'on s'hydrate, c'est le cerveau. Et le premier organe qui se déshydrate dans le corps, c'est le cerveau. Il y a une autre étude qui est extrêmement imparable et on devrait parler de ça parce que la santé mentale explose en France aujourd'hui, notamment avec les jeunes. On a des problématiques qui sont liées. On a découvert que sur Paris, petite couronne et grande couronne, il y avait une corrélation directe entre le taux du nombre de suicides et la température extérieure. À Donc, partir de 26 degrés, eh bien, on a le système neurovégétatif qui va commencer à dysfonctionner. Dépasser 40 degrés, on va avoir des actes et des comportements que l'on n'aurait jamais eu autrement. Donc, en fait, il va falloir enseigner ça dans les hôpitaux, aller voir les médecins, travailler sur cette prévention aussi humaine, parce que derrière, nous ne sommes qu'effectivement faits de chimie, de cellules, et que nous sommes directement corrélés à cette évapotranspiration massive que l'on vit, comme les arbres qui vivent des embolies pulmonaires, nous aussi. Donc Emma Aziza, on comprend bien qu'on n'est pas du tout prêt. Justement, une réaction, Émilie Gaillard et Christian Clos, sur ce qui vient d'être dit. On commence avec vous, Émilie Gaillard. Alors déjà, ce que je voudrais rappeler, c'est que souvent, et c'est ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est que souvent quand on est fait face à cette réalité, on a un réflexe de déni aussi, qui est un réflexe psychologique quand on a un danger qui est si grand. Mais on n'a pas d'autre choix que de faire face à ces enjeux et d'ensemble penser à cela. Donc ce sont des défis systémiques. Là, on parle des morts humaines, mais bien évidemment, la nature, tout ce qui supporte la vie en fait, est en danger, que ce soit, comme l'a dit Emma Aziza, le cycle de l'eau. Il y a également tout ce qui est vivant, tout le cycle du vivant. On parle des vagues de canicules, mais il y a aussi les vagues de canicules marines qui sont en question. Donc en fait, ce sont des nouveaux défis, ce sont des défis de civilisation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne cherche pas à alerter pour terroriser la population. C'est juste que l'alerte est un enjeu neurologique pour nous, pour anticiper ces dommages futurs. Ce que je peux vous dire, c'est que tout autour de la planète, il y a des juristes, il y a des personnes qui sont engagées dans cette cause. Nos institutions politiques aussi sont défiées par cette question. Merci infiniment. Très très brièvement, Christian Clos, pour clore, puisque vous êtes chercheur explorateur et que vous avez l'habitude de tout ce qui est extrême. Pour vous, c'est possible? On peut s'adapter à 50 degrés? Oui, alors s'adapter à 50 degrés, non. On peut s'acclimater un peu, mais le corps ne pourra pas, le cerveau ne pourra pas. On ne peut que faire face. Il faut absolument lutter pour l'éviter. Mais pour tous ceux qui en doutent, et notamment les industries, je donne un seul chiffre et je conclurai là-dessus. The Lancet a publié en 2024 un chiffre de 512 milliards d'heures de travail perdues en 2023 que à cause de la chaleur. Ce qui montre bien que déjà aujourd'hui, on perd un argent phénoménal et une capacité phénoménale en raison de la chaleur. Et ce sera pire dans le futur si on n'agit pas dès aujourd'hui. Et comme l'a très bien dit Émilie Gaillard, on n'est pas là pour faire peur, on est là pour démontrer le besoin de nous changer. Merci infiniment à vous trois d'avoir participé à ce grand angle.